J'ai grandi avec le souvenir de la langue provençale et des histoires que j'entendais autour de moi sur la vie d'avant qui parlaient de paysans et de bergers idéalisés par Daudet, mais aussi des carriers. Des histoires racontées par mon père, qui a été carrier comme avant lui son père et son grand-père, mais peu de temps, dans les années 20, car le travail manquait. Une image m'est restée de ce qu'il me contait quand son père a pendu pour la dernière fois au clou de la carrière sa veste de travail toute poudreuse et blanche. Ce sont ces souvenirs et les images que j'ai gardées de Fontvieille dans les années 60 qui m'ont laissé l'impression d'un bourg étrange, avec ses creux et ses parois de pierre, et puis cette tour noire à la lisière du village, construite sur une petite butte si loin de l'église, un peu effrayante, avec son grand corps de bâtiment qui l'accote. Elle semble détenir tous les mystères de Fontvieille. Le hameau de la Tour, la Baïsso, tout en bas de la Grande Rue, m'apparaissait alors comme un autre village. Avec sa petite épicerie, la ferme Châtelard où j'allais chercher le lait, la Gabelle, ancienne maison commune, perchée au haut d'un bel escalier, le château Légier et son pigeonnier aux murs d'enceinte en pierre sèche. Une majestueuse demeure qui reçut en son temps, paraît-il, la reine mère d'Angleterre. Le mas de la tour et les maisons troglodytes au creux des carrières qui ont construit le château des comtes de Provence à Tarascon. Le lavoir est la source de la vieille Font qui a donné son nom au village. Ces images déclinent le paysage d'un hameau primitif. Le berceau médiéval du village qui, en 4 siècles, a gravi la Grande Rue jusqu'au vieux clocher pour devenir notre bourg d'aujourd'hui. Ce bourg en creux, dominé par la paroi de pierre de la corniche des blocs, cicatrice béante, témoignage d'un arrachement où des paysans carriers ont construit leur maison. Daudet n'a fait qu'effleurer cette histoire, parlant d'un bourg blanc et poudreux comme un chantier de pierre, pour évoquer le village qu'il a connu à la fin du XIXe siècle. C'est en effet dans ces carrières de pierre, auprès de la tour des abbés, symbole guerrier d'un monde finissant, que notre village est né. Auparavant, les hommes vivaient ailleurs, sur les promontoires qui dominaient la plaine marécageuse, au Mont-Pan,
vers les Baux et les Alpilles, ou au Castellet vers Montmajour et Arles. Simple lieu dit rattaché au Castellet de Montmajour jusqu'à la Révolution, le village trouve ainsi ses origines dans l'histoire de ses puissants voisins. Cette histoire relève d'un roman épique où tous les peuples migrateurs qui ont successivement occupé ce territoire, ceux des Alpilles, ceux du Rhône et de la Méditerranée, ont écrit un chapitre pour le posséder et le façonner à leur usage. Il était une fois les peuples de la préhistoire venus du Moyen-Orient qui s'installent en Provence et dans les Alpilles dès le 6e millénaire. Sur les îlots du Castellet et des Gordes, à Saint-Victor, à Estoublon, à La Lecque, à Escanin, aux Taillades, au Mont-Valence et au Mont-Pan, des groupes de chasseurs ont laissé la trace de leur campement. Au 4e millénaire avant notre ère, des peuples d'agriculteurs et d'éleveurs fondent les hameaux néolithiques de la Calade à Orgon et du Castellet à Fontvieille que Louis Pomerol a étudiés. La pensée mystique de ces peuples nous est transmise d'une façon émouvante par les traces de leur culte et de leurs rites funéraires. Les mystérieuses stèles homomorphes des tombes d'Orgon, les symboles géométriques de la grotte Otello à la Haute-Galine, sur le plateau du Castellet, ils bâtirent des hypogées, tombes collectives monumentales, à une époque antérieure à la construction des premières pyramides d'Égypte. Le site qui est le plus important, c'est celui du Castellet, qui est à cheval entre la petite colline du Castellet et la montagne de Cordes, qui n'est pas inondable, qui domine la vallée du Rhône. Sur le flanc sud, il y a bien sûr les marais de la vallée des Baux, qui étaient encore en eau à cette époque-là. Il y avait des terres agricoles qui n'étaient pas loin non plus, et donc ça a permis là un établissement d'une société qui remonte à la fin du néolithique ou l'épi paléolithique. Et les hypogées du Castellet constituent un ensemble unique où je dis souvent que c'est l'endroit de toute la Provence où on a utilisé la pierre en tant que bloc de grand appareil pour bâtir des hypogées à l'époque la plus ancienne. Voilà. Les Grecs et les Romains sont venus beaucoup plus tard, mais c'est à cette époque-là que l'art de la pierre de taille, je dirais, mais avec des outils en pierre en plus, ont
été construits uniquement avec des galets, avec des cailloux de quartzite qu'ils avaient récupérés sur la Crau et qu'ils avaient plus ou moins aménagés pour pouvoir tailler la pierre. Tu peux m'expliquer en même temps et tu me montres? Ça, c'est pour attaquer la plus grosse matière, hein, pour enlever le plus gros. C'est pour enlever le plus gros. Il tapait comme ça, les filles. Ouais. Voilà, c'est vrai, il tapait comme ça. Bon, j'ai vu des esquilles plus grosses que la même. Alors, pour enlever ça, il faut taper dur. Hein. Il y a un affleurement à Cadenet. C'est pas bien loin Cadenet, c'est là où c'est qu'il y a les taureaux. Là, il y a un affleurement, et c'est là que je vais le chercher. Et ce silex, là, il est extraordinaire pour faire les rainures. Tu vas 3 fois plus vite que si tu prends un galet en passé. Mais il le savait, ça, sûrement, Léo. Ah oui. Enfin, tu parles. Le mieux, c'est ça. Tu fais la rainure, tu encastres la fourche là-dedans, tu laisses dépasser ces deux bois, tu laisses dépasser ces bois-là, tu les serres avec un lien, et après, tu attaches la ficelle. Après, une fois que tu enlèves le lien, bon, le bois, il revient un peu, mais pas beaucoup, et il te tend la ficelle. Moi, j'ai mis de la ficelle, mais les liens, ça doit être des nerfs de bœuf, et il devait mettre de la propolis. C'est une poids extraordinaire pour tenir les liens comme il faut. Il y en avait des trouvés sur le site, je pense, des galets comme ça. Hein? Oui, à Montignac, j'en ai trouvé 5 ou 6 dans un tas. C'était les outils qui ont creusé le substrat, hein, parce que là, à Montignac, voilà, le substrat qui sont creusés, il est 3 fois plus dur que celui-là. Ça, c'est de la molasse. Là, c'est presque de la pierre froide. Tu savais quoi des autres, donc tu as 3 outils là? Oui, voilà. Alors, il y avait le plus gros qui était pratiquement fini. Il fignolait avec ça. Hein, c'était des bouchardages, comme ça. Comme à la grotte des Fées, là-bas, ils ont fait un tunnel. Et bien avec ça, on peut le faire. Ouais, c'est fait exprès pour faire l'arrondi. Sur le Castellet, y compris sur l'occupation de Battante, les céramiques les plus anciennes sont contemporaines de la construction des hypogées. On ne peut pas dire que la population du Castellet a construit les hypogées. Concrètement, je ne peux pas me permettre de faire ce raccourci, même si c'est très tentant. Oui, à Fontvieille, la civilisation, pour la qualifier comme ça, elle évolue, elle se noue et elle passe à la monumentalité. On sent aussi une richesse dans les vestiges qui ont été découverts dans ces tombes, mais c'est l'expression d'un pouvoir fort. Ici, ils ont découvert l'agriculture alluvionnaire. Le Rhône sortait de son lit, et quand il rentrait dans son lit, il n'y avait plus qu'à semer. Et ça, c'était une richesse extraordinaire. Donc, en fait, c'est une richesse économique qui, elle, permet le reste. Permet de faire un sanctuaire, etc., etc. Funéraire était toujours, la couche sépulcrale était intacte, et elle a été fouillée en 1876 lors du congrès archéologique. On a eu une fouille archéologique de qualité, du coup, puisqu'il y a même des localisations d'où ont été trouvés les objets. On a un dénombrement du nombre d'individus, de squelettes par le décompte des humérus. On sait qu'il y avait un minimum de 108 individus. Et une fouille qui a été extraordinaire en 1876, qui pour nous qui a permis de recueillir notamment des éléments en or, une perle en or de 33 grammes. On marche dans les pas de gens comme Casalis de Fondouze, Carteillac, Fernand Benoît, Jean Arnal, Jean Guilaine. Émile Carteillac dit « J'ai réalisé côté de Fontvieille, au bord de la route, vers une tombe, la plus belle fouille de ma vie. » Celui-ci fait une vingtaine de mètres, fait entre 15 et 20 mètres, 19 mètres de long. Donc, au sommet de la montagne des Côtes, un hypogée comme ça, et qui est absolument monumental.
qui est 2 fois plus grand que ça, 2 fois plus large, quasiment 2 fois plus long. Ils avaient bien dirigé le temple dans une direction décidée à l'avance. Et la preuve, c'est qu'à l'heure actuelle, à l'équinoxe, le soir, le soleil traverse le temple et illumine jusqu'au fond le temple. La montagne a été dédiée à l'équinoxe. Ça a été confirmé par cette pierre que vous voyez qui est dressée, qui est un soleil sculpté. Et on s'est aperçu que le jour de l'équinoxe, au lever du soleil, elle devient une boule de feu. Il y avait le soleil, à côté il y a un autre petit menhir qui représente la lune. Le menhir sur lequel je suis assis était debout, donc il servait de gnomon. C'est-à-dire avec son ombre, on avait non seulement les heures de la journée, mais on avait aussi un calendrier. Donc en fait, ici, cette plateforme, cet endroit précis, c'est un observatoire. Donc voilà, nous sommes sur un observatoire qui a 5500 ans. Moi, je me permets ces hypothèses parce que je ne suis pas un scientifique. Devant ces monuments, il y a toute une foule de questions qui surgissent, hein, bien entendu. Les réponses des archéologues sont parfois insatisfaisantes pour répondre à notre imaginaire, ce qui est normal puisqu'il se fie au matériel tangible qu'ils trouvent sur le terrain. Et donc, la première question que je voulais poser, c'est qui étaient ces peuples qui ont construit ces projets? Il doit y avoir quand même une structure sociale et économique importante. Ces populations étaient des populations de la fin du néolithique. Les hypogées ont été construits dans la seconde moitié du 4e millénaire avant notre ère, c'est-à-dire entre 3500 et 3000 avant notre ère, par des populations qui vivaient dans la région. Alors ces monuments sont au nombre de 4, donc il y a le grand hypogée sur la montagne de Cordes, la grotte des Fées, ou épée de Rolla, et puis il y a les 3 autres, la Source, Bounias, le Castelet, qui sont en contrebas. Mais il y a une différence entre les tombes, parce que ce sont des tombes qui sont en contrebas, et le grand monument qui est architecturalement, disons, en volume, le double des autres monuments. Sur le grand hypogée, on ne sait pas grand-chose dans la mesure où il a été vidé à l'époque historique. Il y a des chances pour qu'il s'agisse d'une tombe, comme les autres, bien entendu,
mais probablement, compte tenu de sa situation, je pense que c'était plus qu'une tombe. Je pense que c'était probablement une sorte de sanctuaire où l'on venait honorer les ancêtres ou les héros, des éleveurs de moutons, de chèvres, de bœufs. C'était des cultivateurs de céréales qui habitaient dans divers habitats, probablement des alentours. On connaît très peu d'habitats de cette époque-là. De toute façon, comme vous le disiez tout à l'heure, le creusement et puis la toiture mégalithique qui, en quelque sorte, coiffe ces grandes cuves a nécessité probablement une main-d'œuvre importante. Mais vous savez, pour faire des monuments qui relèvent souvent de l'idéologique, il y a un enthousiasme général qui se manifeste parce qu'il y a une espèce de foi collective qui fait bouger les montagnes. Mais il faut voir aussi le côté intellectuel de l'affaire, c'est-à-dire les ingénieurs qui ont pensé ces monuments. Ce sont pratiquement les seuls monuments à l'échelle de la Méditerranée qui ont, si vous voulez, cette architecture, c'est-à-dire cette très longue morphologie rectiligne, ces parois obliques, ces grandes dalles de couverture. Dans le cas de la grande grotte, de la grotte des Fées, ces antichambres, etc. On connaît des choses approchantes aux Baléares, dans certains hypogées des Baléares. La morphologie elle-même de ces monuments est pratiquement unique dans l'ensemble des hypogées de la Méditerranée, des 4e et des 3e millénaires. Il y a, si vous voulez, chez ces architectes provençaux de la fin du néolithique, une espèce de trait de génie qui fait qu'ils ont fait bâtir des monuments dont on n'a pas de correspondance ailleurs. Je pense que toute la zone d'entrée, c'est-à-dire le grand escalier qui mène à la tombe, et les petites logettes font partie d'un secteur, en quelque sorte, qui pouvait être réservé à des visiteurs, à des gens qui peut-être venaient faire là des cérémonies, des rituels, en l'honneur des défunts qui se trouvaient à l'intérieur. Et ces grands monuments, qui ont nécessité une mobilisation, une main-d'œuvre très importante pour les construire, sont des monuments qui périodiquement devaient recevoir des sortes de pèlerins, des concentrations de foules venus honorer les ancêtres ou les héros réels ou héros mythiques, évidemment des populations. Mais tout cela fait partie de l'imaginaire, évidemment, de ces sociétés néolithiques. Comme la source, étaient à l'origine recouvertes par un grand tertre. Alors à Bougnas et à la source, on a les restes d'une sorte de caniveau creusé dans le roc, et ce caniveau servait très probablement à contenir des pierres verticales et qui évitait la poussée trop forte des terres du tertre vers l'extérieur. Le Castellet, c'est quand même le monument qui nous a donné le plus de renseignements. Et là, on se rend compte, évidemment, à l'examen de ces documents archéologiques, des pointes de flèches, des céramiques décorées ou pas, des perles, des objets de parure, etc. On se rend compte, en fait, que ce monument a eu une longue vie au niveau de son usage. Il a été, je vous l'ai dit, construit peut-être vers 3004-3300 avant notre ère, mais il était encore utilisé aux environs de 2016 avant notre ère, c'est-à-dire qu'il a fonctionné pendant un millénaire. Le village celto-ligure du Castellet devient au milieu du VIe siècle avant notre ère un relais des échanges entre les peuples des Alpilles et la cité phocéenne de Téline, la nourricière, qui deviendra Arles. Une première phase qui concerne le début de l'âge du fer, le VIe siècle avant Jésus-Christ essentiellement, où les populations indigènes, dans la tradition de l'héritage préhistorique, vont tailler la pierre, extraire de la pierre, la tailler,
en particulier pour le cultuel, avec la création, la taille, l'élaboration de stèles votives dans les lieux de culte. Alors on en connaît plusieurs dans les Alpilles même, à Glenum ou à Mouriès, ou toute une série de documents présentés au musée de l'art antique aujourd'hui. Ces stèles, elles sont toutes essentiellement du VIe siècle et du début du Ve siècle avant Jésus-Christ. La seconde étape est due à l'arrivée du monde grec à proximité des Alpilles, en particulier sur Arles. Arles est une ancienne colonie grecque de la fin du VIe siècle et du Ve siècle avant Jésus-Christ, qui deviendra au IVe, IIIe siècle une ville mixte, grecque et indigène, à une économie complexe, qui annonce le départ d'un grand mouvement culturel et économique indigène dans l'ensemble de la vallée du Rhône. Alors, dans ce contexte général que tu viens de décrire, il y a bien sûr le Castellet, l'histoire du Castellet, donc, qui nous concerne directement, essentiellement par les fouilles, bien sûr, qui ont été réalisées par Louis Pomerol, que tu as bien connu. Dans les années 70, j'ai fait la connaissance de M. Louis Pomerol, qui était jadis instituteur sur la commune d'Orgon et qui était à cette époque-là directeur d'école à Fontvieille. Et il m'avait fort aimablement reçu et permis d'étudier ses collections, c'est-à-dire les produits venant de ses fouilles. Alors, il semble que le Castellet que l'oppidum du Castellet soit une clé pour la pénétration du commerce méditerranéen en direction des peuples qui vivent dans les Alpilles. C'est un relais, une population qui est installée en définitive au milieu des marais, à cette époque-là, donc qui par barque doit aller chercher vers les Alpilles plus loin des céréales, etc., et échange avec Arles. Donc c'est en effet un relais qui ne qualifiera peut-être pas de comptoir, parce qu'on n'en sait rien. On saura peut-être un jour si les fouilles se développent. Pour ce qui est des peuples qui vivaient dans les Alpilles à l'époque, les Grecs parlaient de Lygiens, les Romains parlaient de Ligures. Les Lygiens et les Ligures occupaient en fait la frange littorale de la Gaule, d'un espace en fait plus vaste qu'on appelle la Celtique. Pour ce qui est de la rencontre avec les Grecs et plus généralement les commerçants méditerranéens qui pouvaient transiter, les premiers contacts ont lieu au 8e siècle avant notre ère. C'est l'étude du mobilier céramique qui nous renseigne le mieux sur ces questions-là, puisque avec les fragments de céramique, on a la trace tangible et concrète de poteries, de céramique qui viennent, qui d'Italie, de l'ère phénicienne, qui de la Grèce ou de l'Étrurie. À travers ces céramiques, on observe des phénomènes d'interpénétration des cultures, des techniques. On est capable de voir où se situent des influences éventuellement indigènes ou grecques ou autres. Les premières céramiques indigènes que j'ai récupérées datent du dernier quart du 7e siècle avant notre ère. Le site est profondément indigène. À partir de 580-570, on a effectivement plus d'importations qui arrivent et qui correspond en fait à un phénomène général en Provence de ces contacts justement avec les commerçants méditerranéens, étrusques et grecs les bons premiers, qui vont diffuser progressivement leur vaisselle et donc leur mode de vie et de consommation. On pourrait imaginer que le Castellet, par sa position légèrement en surplomb sur cette petite colline, a servi un peu de relais entre tous les biens, les matières premières des Alpilles, le bois, la pierre, peut-être la terre pour les céramiques, et tout ça à destination d'Arles. Et en échange, Arles fournissait les céramiques, le vin des Grecs, puis le vin de Marseille, donc dans un système d'échange assez fluide en fait. Pour ce qui est des modes de vie, des traditions, des rites funéraires, là encore les choses ont beaucoup évolué en fait. Depuis l'âge du bronze jusqu'à l'arrivée des Romains, on retrouve quand même une trame générale avec des habitats rarement disséminés, ce sont plutôt des petits hameaux, des petits villages ou des agglomérations et qui sont sous l'autorité d'un chef ou d'une élite. Plus concrètement sur le terrain, les sites présentent des habitations qui peuvent être éventuellement réparties en quartiers selon la taille de l'agglomération ou de l'habitat. Et ce sont des cellules de 9 à 15 mètres carrés en général, dans lesquelles on retrouve, on va dire, au moins un foyer, des espaces de vie collectifs. Donc ça peut être des bâtiments ou simplement des places publiques. Et là, on voit vraiment une occupation régulière,
mais on est au mieux au IIIe siècle avant, alors que l'oppidum, lui, est occupé plus anciennement. Les habitats De pérennes rapprochement. déjà ou... Oui, déjà de l'habitat pérenne en pierre sèche. Ces pots ont été tenus par des gens à une époque donnée. Ils ont fait à manger, ils ont nourri une famille, il y avait des enfants qui couraient dans la maison, il y avait un feu à entretenir, il y avait du bois à aller chercher. Et c'est toute une histoire qu'on essaie de reconstituer. Avec la fondation de la colonie romaine d'Arlat, un monde nouveau apparaît, celui de la civitas, qui domine le pagus, l'espace rural qui assure sa survie. C'est le temps d'une exploitation rationnelle du territoire avec la maîtrise de l'eau, le travail de la pierre et la culture du blé sur les terres fertiles de la plaine du Rhône. Ce faisant, elle modifie profondément notre territoire, le marquant d'une empreinte forte qui constitue une part importante de notre patrimoine. Quand les Romains, à la fin du IIe siècle, à l'appel des Massaliotes, interviennent dans cette région de la basse vallée du Rhône, qui va devenir la Gaule narbonnaise, pour lutter contre les ennemis celtes des Massaliotes, notamment les Saliens. Quand les Romains interviennent, ils trouvent une ville qui s'appelle Arélate, qui n'est plus une ville grecque, et ils y établissent des marchands, très vraisemblablement aussi des légionnaires vétérans, mais nous savons aussi que jusqu'à l'époque de César, et très vraisemblablement même jusqu'à l'époque d'Auguste, c'est-à-dire l'extrême fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, il n'y a pas de véritable fondation de ville. Il faut attendre l'époque d'Auguste pour que se mette en place cet organisme urbain complet, avec à la fois les institutions politiques, l'infrastructure économique, c'est celle qui existait déjà et qui n'a probablement jamais cessé d'exister depuis la fondation par les Grecs. À partir de là, on voit se développer un paysage particulier de la ville romaine qui concentre l'habitat, les richesses, le pouvoir, le prestige en ville et qui développe un modèle d'exploitation, le grand domaine rural, la villa, à la campagne. Les agglomérations rurales, comme on a pu en connaître et en identifier au Castellet, le système des oppidats pré-romains, tout cela disparaît pour donner place à une forme de rationalisation romaine de l'espace. C'est celle qui fait du pagus, de l'espace nourricier, celui dont dépend la ville. L'hôtel de la Coquille, donc c'est un hôtel avec l'inscription de celui qui a fait faire l'ouvrage et qui remercie les dieux. L'hôtel de la Coquille surmonte l'entrée d'un tunnel qui passe sous le banc de pierre et dont l'objectif était clair, c'était de permettre la mise en culture donc d'une zone basse. L'huile et le vin sont des produits d'exportation vers Rome, vers tout le bassin méditerranéen, et cela fonde la prospérité des habitants de la Colonia Iulia Arelate, donc de cette nouvelle ville romaine. L'empereur Honorius écrit au préfet des Gaules en 418, c'est là que l'on se procure le plus facilement les produits de tout l'univers. C'est vers cette cité que la voile, la rame, la voiture, la terre, la mer, le fleuve transportent les richesses de chaque pays.
vanque exhala topaca me fitin. Les eaux du Rhône sont évidemment pas du tout adaptées aux usages urbains de l'eau. On est par conséquent obligé d'aller chercher l'eau dans les montagnes environnantes. Les Romains savent faire ça pour la ville même de Rome, dans le Latium, depuis au moins le IVe siècle avant Jésus-Christ. Il y avait donc un aqueduc, une branche d'aqueduc qui prenait l'eau des sources du sud des Alpilles, donc des sources karstiques, vers Mossane, Paradou. Une première branche se dirigeait vers Barbegane. Ensuite, il y avait une autre branche qui arrivait de l'ouest, c'est par Saint-Étienne-du-Cré. Donc, les deux convergeaient dans un bassin que l'on a découvert en 1989. À ce moment-là, traverser le vallon des Arcs. Puis la vallée des Vaux, et ensuite à travers la Crau jusqu'à Arques. Au début du IVe siècle, Arles devient une résidence impériale. Les historiens se sont emparés de la question pour mettre en relation la construction de ces moulins avec la fin de l'esclavage. Donc on a considéré que le christianisme ayant libéré les esclaves, ce qui d'ailleurs était faux, donc à ce moment-là, au IVe siècle, il a fallu domestiquer les forces naturelles et donc utiliser l'énergie hydraulique plutôt que la force des hommes pour faire tourner les moulins. À l'initiative de Jean de Fontenay, c'était donc en particulier Madame Blanc. Donc il y a eu une volonté de reprendre donc, des études sur les moulins et sur l'aqueduc. J'ai eu la responsabilité de mener des fouilles pour vérifier ces dates. Donc on a apporté la preuve archéologique que donc, les moulins étaient du début du IIe siècle et donc que ça n'avait absolument rien à voir avec la fin de l'esclavage. Les campagnes de carottage dans la vallée des Vaux ont montré que dans l'Antiquité, il n'y avait pas de marais permanent à cet endroit, mais c'était une région qui était découverte, donc qui était propice à la culture, éventuellement la culture du blé. Alors, est-ce que ça veut dire pour ça que on a construit les moulins à Barbegal parce qu'il y avait une production de blé importante? Bon, certainement, c'est plus compliqué. Les capacités de l'usine sont importantes et c'est du blé qui venait certainement du secteur d'Arles, de toute la région.
sur le mécanisme des moulins, les roues, la dimension des roues, la quantité d'énergie développée, à partir des données disponibles. On a quelques meules et on sait que pour faire tourner une meule, il faut une quantité d'énergie. Cette quantité d'énergie, elle est fournie par la rotation des roues. Les dépôts carbonatés ont moulé des éléments de la roue et du dispositif, des éléments de goulottes, de pales, des moulins. Voilà. Il y avait des dépôts de calcaire là-dessus qui se sont faits et on essaie de les interpréter. Claude, donc j'aimerais que tu me parles de la relation entre la pierre extraite dans les Alpes, notamment à Saint-Rémy, Fontvieille et à Saint-Gabriel, et les monuments antiques d'Arles. Lorsque les Romains arrivent dans notre région, ils vont créer un certain nombre de villes, et notamment la ville d'Arles, fondée par Jules César dès le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. À ce moment-là, ils vont avoir un besoin énorme de pierres de construction pour leurs monuments, pour leurs routes, pour leurs habitations. Et c'est donc vers les Alpilles que les ingénieurs romains vont se tourner pour pouvoir obtenir cette matière première si précieuse à leur établissement. On sait que la pierre venait de Saint-Rémy, notamment en raison de sa qualité pour les grands monuments. Très certainement, une partie de l'amphithéâtre ont été construites avec ces pierres de Saint-Rémy. Il y a très certainement des pierres qui sont venues de la carrière des Taillades. Des bateaux redescendaient le Rhône chargés de pierres provenant de la carrière qui se trouve au pied de l'église de Saint-Gabriel. Arles, au début du 5e siècle, et donc cette nouvelle cité qui rayonne sur l'ensemble des Gaules, avec la préfecture du prétoire, avec tous les services aussi administratifs et financiers qui se sont repliés de la région de Trèves, mais aussi donc sur le plan spirituel, puisque les grandes familles d'honorati, notamment celle d'Honorat, vont s'installer à partir de Lérins et prendre en main l'évêché d'Arles. Cette région de la Gaule, de la Provence romaine, hérite en fait d'une situation qui était exceptionnelle au début du 5e siècle. C'est un vrai changement de civilisation qui s'est opéré, avec un christianisme qui devient impérial et un empire qui devient chrétien. Avec l'explosion monastique de Lérins, là c'est un changement de civilisation, parce que le christianisme devient structure d'empire, c'est-à-dire qu'il va s'organiser, se mouler dans les structures de l'empire. Quand les structures de l'empire disparaissent, il reste les structures ecclésiastiques qui sont d'une certaine façon un moyen de pérenniser le dernier état de la territorialisation de l'Empire romain, qui sont une espèce de clichés, d'instants cristallisés de ce qu'était l'espace romain. Dans la ville même d'Arles, tant qu'il y a cette présence administrative forte et tant qu'il y a ces très hauts personnages qui y établissent leur résidence, on a un phénomène de retard de cette décadence urbaine qui caractérise par ailleurs l'ensemble du monde romain à partir du IVe siècle. Ce qui est véritablement la fin de l'Antiquité romaine, c'est la crise des villes, et cette crise elle est démographique et économique, qui signe le passage à une autre civilisation, à un autre univers, dans lequel les pouvoirs sont plutôt implantés à la campagne, alors sous la forme de grands établissements monastiques qu'on appelle des abbayes à partir du 5e et surtout du 6e siècle, ou sous la forme de lieux de résidence de plus en plus fortifiés,
Là, on est passé dans un modèle de civilisation, dans des modes de vie, dans des paysages qui sont complètement différents, sont hérités dans une certaine mesure, notamment ce qu'on appelle le grand domaine, des périodes antérieures. C'est une société où l'essentiel dans la stratégie de pouvoir et la stratégie de puissance et la stratégie de prestige, c'est la possession de la terre. Pour cette fin de l'Antiquité, on parle souvent de décadence et de disparition de l'Empire romain. Mais il n'y a pas eu de décadence. Les 4e et 5e siècles sont des temps de formidable développement intellectuel et culturel. C'est plutôt un temps de renaissance. Et l'Empire romain n'a pas disparu. Le pouvoir n'est plus impérial, il sera celui des royautés nouvelles, surtout des hiérarchies ecclésiastiques. L'essentiel de la romanité structurant désormais la christianité. Arles est cependant, à la fin du Ve siècle, une ville assiégée au cœur d'un territoire dévasté, confrontée aux invasions successives des Visigoths, des Burgondes, des Francs et enfin des Sarrasins au 8e siècle. Les populations trouvent alors à nouveau refuge dans les anciens sites fortifiés. Le riche terroir où naîtra Fontvieille se trouve ainsi placé au cœur des ambitions des pouvoirs féodaux, qui se pérennisent ou émergent durant cette période. L'archevêché d'Arles, héritier de la civitas romaine, et l'abbaye bénédictine de Montmajour qui se disputent la possession du Castellet. La puissante maison des seigneurs des Baux qui prétend la succession du comté de Provence. Le comté de Provence à Tarascon, dont le pouvoir s'affirme au cours du XIVe siècle. C'est dans ce champ clos de lutte et de transformation des paysages qu'émergera tardivement Fontvieille à la fin du Moyen Âge. Mais ça, c'est une autre histoire.